tu ne progresses pas à la hauteur de tes investissements, tu peines à reproduire en compétition les performances de l'entraînement, c'est peut-être ton mindset qui te bloque et je vais t'expliquer dans cet épisode comment sortir de ça et comment exploiter enfin ton plein potentiel. Hello tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast Force Intérieure, le podcast qui s'intéresse à ta performance, à ta santé et qui vient t'accompagner, te donner un maximum de conseils pour que tu puisses performer sur le long terme et en bonne santé. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler mindset. Vous savez que c'est une notion qui est importante pour moi. Je vous parle souvent de l'aspect mental, de l'aspect mindset. C'est aussi pour ça que le podcast s'appelle Force Intérieure finalement. Parce que je pars du principe que la plus grande force que tu peux avoir, elle est dans ta tête. Et c'est ça qu'il va falloir chercher à exploiter si tu veux pouvoir exprimer ton potentiel physique. Aujourd'hui, auprès de nombreux athlètes, on remarque une chose, c'est qu'ils peuvent être parfois très forts. Ils peuvent avoir une discipline de l'entraînement, s'entraîner bien, avoir une bonne programmation. Et pour autant, ils sont limités dans leur performance par leur mindset. Je vais vous expliquer plusieurs choses dans cet épisode qui va peut-être vous parler à vous, qui m'a parlé à un moment donné à moi, et qui est un peu sous-coté, je trouve. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, alors qu'en vrai, le mental, c'est ce qui vous sert à exprimer votre force physique. Je veux dire, surtout dans la force, on a besoin de cette connexion cerveau-muscle. Et donc ça passe par le message que vous allez envoyer à vos muscles pour pouvoir performer. Et ce que je remarque chez beaucoup d'athlètes, c'est qu'il y a un blocage entre cette connexion cerveau-muscle qui les empêche de passer à un niveau supérieur. Pourquoi ? Parce qu'ils ont beaucoup de doutes, ils ont beaucoup de peur, ils se mettent trop de pression, ils se mentent à eux-mêmes. Il y a plusieurs choses qui vont venir interférer cette connexion. Et c'est ce dont je vais te parler juste après. La première cause de frein à la performance que je vois, c'est ce fameux syndrome de l'imposteur. Je pense que tu en as déjà entendu parler, je vais te réexpliquer un petit peu plus ce que c'est si tu vois pas exactement. Mais le syndrome de l'imposteur, c'est ne pas se sentir à sa place, ne pas se sentir légitime, ne pas voir les progrès, les réussites que l'on a, et du coup avoir une inadéquation entre peut-être ce que tu as fait et ce que tu penses avoir accompli. Je sais pas si c'est clair pour toi. C'est en fait un doute maladif qui fait que tu as l'impression de ne pas mériter ce qui arrive pour toi ou ce qui pourrait arriver pour toi, parce que des fois tu te réfrènes même avant que ça arrive. Et ce syndrome de l'imposteur, on pourrait penser qu'on le retrouve plus à un niveau débutant, mais en réalité on le retrouve également à haut niveau. C'est vraiment un syndrome qui peut toucher tous les paliers de progression. Donc que tu sois débutant ou confirmé, c'est possible que ce syndrome t'empêche d'avancer et d'évoluer encore plus. Et d'ailleurs, si tu es débutant et que ce syndrome t'empêche de passer à l'action, de faire ta première compétition, je t'invite à écouter je crois que c'est un des premiers épisodes que j'avais fait sur je n'ai pas le niveau pour aller en compétition. Ça va être très parlant pour toi et ça va t'aider à te débloquer pour pouvoir passer ce pas de te lancer dans la compétition. Bref, on revient au sujet du jour. Vous savez maintenant ce qu'est le syndrome de l'imposteur, que ça peut toucher tout le monde, et je vais vous expliquer un petit peu les causes qui, selon moi, t'amènent à avoir ce syndrome de l'imposteur. La première chose, ça va être quand tu te compares trop aux autres. Si tu regardes les réseaux sociaux, que tu t'en compares à tout le monde, etc., peut-être que tu te dis « Waouh, moi j'ai pas ces performances-là, moi j'avance pas aussi vite que ça, moi je sais pas faire ça », et c'est là où tu te dis « Je suis moins légitime, je mérite pas, je suis moins bon ». Et ça, c'est un gros problème parce que tu te compares à des gens qui n'ont pas la même avancée que toi. Personne n'a la même avancée. On va dire, même si tu as le même temps de pratique, etc., il y a tellement de facteurs externes qui font que tu n'auras jamais la même progression qu'un tel, parce que peut-être que lui, je sais pas, a eu un passé sportif plus important, a la possibilité de bien mener son hygiène de vie, a pas un boulot comme toi qui est prenant, a peut-être aussi des prédispositions physiques et mentales, ça on en a déjà parlé. Mais du coup, tu te compares à des personnes qui, de toute façon, ne peuvent pas avoir la même évolution que toi. Peut-être que toi, tu l'auras un petit peu plus rapidement, un petit peu plus lentement, et peut-être même aussi que vous partez pas du même point de départ. C'est-à-dire que quand tu te compares à des athlètes qui font ça depuis 10 ans, forcément, t'as pas les mêmes performances. Et heureusement pour eux, j'ai envie de te dire, parce que ce serait un petit peu frustrant. Donc la comparaison mène souvent à se dévaloriser par rapport à son propre parcours. Et ça, c'est dommage, surtout qu'on sait bien qu'avec les réseaux sociaux, on montre aussi ce que l'on veut, on montre la partie émergée de l'iceberg, et on montre pas toutes les galères, toutes les fois où on a loupé des charges pourtant très faciles. Donc ça, c'est la première cause qui peut t'amener à ce syndrome de l'imposteur. La deuxième cause, et je trouve qu'on peut la retrouver assez facilement dans le streetlifting pour le coup, c'est de se retrouver peut-être propulsé rapidement dans les compétitions, à des niveaux régionaux, nationaux, même internationaux, et de ne pas avoir pris le temps de conscientiser tout ça. En fait, c'est comme si votre corps avait gravi les échelons, mais pas votre esprit.
C'est-à-dire que vous vous retrouvez, on va dire, à un niveau national, vous vous retrouvez au championnat de France, mais dans votre tête, vous êtes encore le débutant en street lifting, celui qui se teste un petit peu, qui fait ses petits trucs, et bim, du jour au lendemain, vous vous retrouvez sur une compétition nationale avec du public, des concurrents, etc. Et votre tête n'a pas eu le temps d'imprimer tout ça et de conscientiser tout ça. Ce qui fait que vous avez un décalage entre ce que vous êtes en train de vivre et le processus qui a mûri dans votre tête. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et ça, pour vous aider là-dessus, ça va être hyper important de suivre votre progression, suivre votre évolution, suivre votre processus, de savourer les victoires, aussi petites soient-elles, et encore, il n'y a pas de petites victoires en vrai, mais je veux dire, si pour vous, une vraie progression, ce serait prendre 10 kilos, je sais pas, sur un mouvement, vous gagnez 0,5, c'est une victoire. Il faut la savourer. Faut pas tout le temps attendre les choses en grand, parce que les choses en grand, elles se font de façon plus rare. En vrai, c'est le cumul de petites choses, de petites progressions qui vous amène à une grosse progression finalement. Donc ça va être très important que tu sois en fait acteur de ta propre évolution. Pas que tu la regardes d'un point de vue extérieur, mais vraiment que tu vives cette évolution, que tu la suives, que tu sois vraiment dans le moment présent avec celle-ci. Et là, je me rends compte que j'ai un petit peu fusionné les deux points dont je voulais parler. Le fait de se retrouver très rapidement en tout cas, dans le milieu compétitif sans s'y être préparé, et le fait de pas suivre son processus. Et du coup, c'est un peu la même chose finalement, c'est que tu te retrouves à un niveau, mais t'as pas vu tout ce que t'as fait pour arriver là. Ou en tout cas, tu n'as pas pris le temps de t'en rendre compte. Mais juste pose-toi, repense à même 6 mois en arrière, 1 an en arrière, les objectifs que t'avais, la vision que t'avais, et je suis sûre que t'as déjà beaucoup évolué là-dessus, et ça doit te servir pour te sentir plus légitime dans ce que tu veux accomplir, dans les charges que tu veux passer, et dans les compétitions que tu veux faire si c'est ton cas. N'hésite pas à me dire d'ailleurs si tu te retrouves dans un de ces points, ça peut être un seul ou ça peut être tous. Je pense que le syndrome de l'imposteur, c'est souvent un mix de plusieurs choses, donc c'est possible que tu te retrouves dans un petit peu tous les points. Maintenant, on va se poser 2 minutes, on va essayer d'avoir une vision plus rationnelle pour réussir à combattre ce fucking syndrome de l'imposteur. Si ton syndrome de l'imposteur, il est lié par exemple au fait, tu te retrouves sélectionné dans une compétition, au championnat de France, au championnat d'Europe, au championnat du monde, même au championnat régional en vrai, et tu te sens pas légitime d'y participer. Tu es sélectionné à cette compétition. Qu'est-ce qu'il te faut de plus pour te sentir légitime? Dis-moi qu'est-ce qu'il te faut de plus. Tu es sélectionné, tu as passé les sélections, tu fais partie des, par exemple, 8 meilleurs athlètes pour cette compétition. Qu'est-ce que tu veux de plus? Et ça, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre maintenant. C'est qu'est-ce qui peut te rendre plus légitime que le fait d'avoir le niveau pour cette compétition? Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vu des athlètes annuler leur participation au championnat du monde alors qu'ils étaient sélectionnés. En fait, je peux comprendre ce truc de tu te retrouves un peu propulsé trop vite, etc. Et en fait, c'est exactement ce que je vous expliquais juste avant. C'est que tu t'es retrouvé à un endroit, mais t'as pas préparé ton cerveau à y être. Et du coup, t'as cette inadéquation entre la compétition que tu peux faire et ton mindset qui est encore resté bloqué dans l'ancienne version de toi. Et c'est trop dommage, parce que si tu as cette place pour cette compétition, tu l'as méritée. Peu importe les phases de sélection, peu importe, on va dire dans le street lifting, ça peut arriver que par exemple, il n'y ait pas beaucoup d'athlètes dans une compétition et du coup tu t'y retrouves sélectionné, mais on s'en fiche de ça. Tu as fait partie, sur l'instant T, des personnes qui pouvaient prétendre à cette compétition. Donc ça, faut bien te le mettre dans la tête, c'est que si tu as pu t'inscrire, si tu as pu être sélectionné, tu es légitime. Quoi qu'il en coûte, quoi que tu penses, quoi que les gens disent, tu as été là, et c'est une expérience qui est hyper importante à prendre. Tu ne veux pas faire de compétition parce que tu penses que t'as pas le niveau. Ça, il y a déjà un épisode qui est dédié à 100% là-dessus, mais on va y revenir brièvement. Pourquoi tu estimes ne pas avoir le niveau? Pose-toi cette question. Si tu as la possibilité, encore une fois, de t'inscrire à la compétition, de pouvoir y aller, quelque niveau que ce soit la compétition, ta petite salle de quartier, que ce soit ta compétition régionale ou avec des échelons plus importants, si tu as la possibilité de la faire, pourquoi tu as l'impression de ne pas avoir le niveau? En fait, on a trop laissé croire, je trouve, qu'il fallait être parmi les plus forts, parmi les meilleurs pour faire de la compétition. Mais c'est totalement faux. Repensez peut-être, je sais pas, quand vous faisiez peut-être du football plus jeune ou un autre sport, est-ce que vous posiez la question le samedi d'aller faire votre match contre l'équipe de la ville voisine? Non, vous y alliez, vous n'aviez pas ce problème de légitimité parce que c'était logique de faire des matchs de compétition. Là, c'est la même chose le street lifting ou le powerlifting ou les autres compétitions. Je trouve qu'on a trop laissé croire que c'était réservé à l'élite alors que pas du tout. Donc prends déjà conscience de ça. Deuxième chose, c'est pourquoi tu le fais. En fait, si t'as peur de te sentir ridicule, sache que chaque athlète a commencé de zéro. Bon,
T'as, on va dire, des exemples rares qui sont arrivés déjà à un bête de niveau parce qu'ils avaient un passé sportif, mais on va dire 90% des athlètes, ils arrivent de zéro. Donc en fait, les étapes par lesquelles tu es passé, ils sont passés par les mêmes. Et il faudrait être sacrément abruti, honnêtement, pour juger quelqu'un qui est juste le toi que tu étais dans le passé. Dans le sens où on va pas se moquer de quelqu'un qui n'arrive pas à faire un muscle-up, alors que nous, vas-y, on a galéré pendant des mois et des mois avant de passer notre muscle-up. Ça n'existe pas. Donc si tu penses que les gens vont se moquer de toi, enlève-toi tout de suite ça de la tête, ça n'existe pas. Et si ça existe, c'est vraiment des abrutis finis qui ont 2 de QI, et honnêtement, te laisse pas impacter par ça. Tous les grands athlètes, même ceux que t'admires le plus, même ceux qui ont le meilleur niveau, à l'inverse, vont t'encourager, vont être là pour toi, parce qu'ils savent exactement ce par quoi tu es en train de passer, parce qu'ils l'ont déjà vécu, tout simplement. Donc, enlève-toi bien ça de la tête, tu ne te feras pas moquer, tu ne seras pas ridicule, au contraire. Et de toute façon, pose-toi la question de pourquoi tu le fais. Dans l'épisode précédent, je vous ai parlé de la notion du pourquoi. Le pourquoi, c'est ta raison profonde de pourquoi tu fais tout ça. Si tu le fais pour les autres, pour la reconnaissance, pour briller aux yeux des autres, c'est peut-être ça qui va te freiner en fait dans le fait de t'inscrire dans des compétitions, parce que tu te dis, si je brille pas aux yeux des autres, si je suis pas reconnue, ça va pas. Mais si c'est ça qui t'anime et qui te pousse à faire de la compétition, honnêtement, c'est dommage déjà. Je pense qu'il y a des choses bien plus intéressantes à explorer au fond de soi-même. Et c'est surtout que ça va pas être durable dans le temps. Parce que les autres, ils seront là, mais ils vont t'oublier, ils vont suivre d'autres gens. Enfin, je veux dire, tu peux pas baser toute ton envie de réussir sur ce que tu vas renvoyer aux autres. Donc je t'invite vraiment à trouver des raisons internes. Et tu verras que si t'as des raisons internes, en vrai, il y a que toi à convaincre. Il y a que toi à convaincre de te lancer, de performer, de kiffer. Et on va dire, tout l'engouement que tu peux avoir à l'extérieur, c'est que du plus. Et encore une fois, peu importe ton niveau, t'auras cet engouement-là, t'auras cet esprit familial qu'on retrouve dans le streetlifting, parce que je t'assure que chaque athlète est reconnu, en vrai. Que tu fasses les performances les moins bonnes de la compétition, les meilleures, au final, tout le monde est reconnu, on sait tous par quoi on est passé. C'est aussi un milieu qui est encore un petit peu restreint, familial, donc on se connaît tous plus ou moins. Donc tu verras que de toute façon, tu auras cette reconnaissance, si je peux dire ça comme ça, un petit peu extérieure, mais ça doit être qu'un plus par rapport à ton pourquoi intrinsèque. Il y a une chose aussi que je déplore, je trouve, dans le streetlifting, c'est que chacun, en tant que coach, essaye de faire sa place. Et pour faire sa place, les coachs, ils utilisent beaucoup les athlètes, leur réussite, et ce que je comprends, c'est une partie témoignage, on va dire, qui permet de montrer que tu arrives à élever un athlète. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont aussi pas le bon état d'esprit, dans le sens où ils vont chercher à emmener leurs athlètes sur une compétition que si leur athlète peut prétendre à la première place. Et je trouve que ça renforce un peu ce truc de syndrome de l'imposteur et de pas oser à se lancer. Parce que du coup, on se dit, faut pas que je fasse de compétition tant que j'ai pas un ouf niveau pour pouvoir arriver, pour dire, tac, première compétition, j'ai fait le premier podium, je suis trop fort. Alors qu'en vrai, tu te gâches de beaucoup d'expérience, de beaucoup d'apprentissage, et je trouve ça ultra dommage. Je sais que moi, dans mon approche, je suis plutôt en mode faites des compétitions. Je suis là pour accompagner mes athlètes dans ce qu'ils veulent vraiment, dans ce qui les anime, et pas dans ce qui, moi, va me servir pour vendre mon coaching. Pour vous donner un exemple, il y a une compétition qui va arriver là depuis 2026. J'ai plusieurs athlètes qui veulent la faire. Elles n'ont pas le muscle up. Elles ont à peine débuté l'apprentissage du lesté sur les tractions, les dips, etc. Et elles m'ont dit Julie, j'aimerais quand même bien faire une compétition. Est-ce que tu penses qu'on peut la faire ? Mais go, en fait. Mais go. Là, t'as pu t'inscrire. Elles ont pu en plus toutes s'inscrire parce qu'il y avait de la place. Et c'est génial. C'est-à-dire, elles vont peut-être pas sortir des perfs d'un niveau mondial, mais est-ce que c'est ça qu'on leur demande ? Pas du tout. On leur demande juste de pouvoir se dépasser par rapport à leur évolution à elles, par rapport à tout le travail qu'on fait à l'entraînement, de kiffer, de prendre l'expérience, de rencontrer des gens. En plus, là, elles vont être plusieurs de mon groupe de coaching, donc c'est encore plus intéressant. On va vraiment être un petit groupe, et c'est génial. Et là, pour certaines, on est encore sur la phase d'apprentissage du muscle up. On va tout faire pour qu'elles aient le muscle up, évidemment, d'ici la compétition. Mais je leur ai dit, quand bien même ça suffirait pas, même si le plan est fait pour ça, c'est pas grave, en fait. Est-ce que tu vas te priver Ok, t'as pas le muscle up, c'est frustrant, hein, je vais pas mentir, c'est frustrant. Mais je veux dire, est-ce que ça va t'empêcher de kiffer et de venir chercher des perfs que tu veux sur les 3 autres mouvements ? Bah non. Est-ce que ça va t'empêcher de kiffer ? Bah non. Donc en vrai, moi je sais que je suis vraiment partisane de, si t'as envie de te faire kiffer en compète, on y va. Même si t'as une traction, j'ai envie de te dire, à 1 kg, on y va en fait. Si c'est ton plaisir de dire, purée, je galère depuis 6 mois, je viens d'apprendre les tractions, et là, j'arrive à en passer une lestée, même avec un petit lest, mais c'est génial en vrai.
C'est génial et j'adore qu'elle soit dans cet état d'esprit. Je dis elle parce que c'est principalement des femmes, même si j'ai un boy qui y va. Mais c'est super d'être dans cet état d'esprit, de me dire, putain, je vais me tester, mais par rapport à moi. Je sais qu'il y a des gens qui feront des grosses perfs, mais c'est pas grave, moi j'ai juste envie de kiffer pour moi par rapport à mon évolution, pour me prouver que tout ce que je fais à l'entraînement, ça a servi. Donc c'est aussi cet état d'esprit qui peut t'aider à te lancer et à te faire kiffer tout simplement en compétition. Si mon discours ne t'a pas encore convaincu, bien que je trouve que j'ai des arguments assez solides, on va pas se mentir, mais tu vas regarder un petit peu ce qui se passe. Là, je t'autorise à prendre ton téléphone, regarder un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. Combien de personnes se sentent archi légitimes pour, par exemple, donner des conseils sur les mouvements, donner des conseils sur l'entraînement, etc., alors qu'ils n'ont eux-mêmes pas les bases. Je pense qu'on a tous déjà vu ce post d'un gars qui va te donner des conseils, je sais pas, pour faire une traction, et tu regardes sa traction, elle est dégueulasse. En vrai, je parle crûment, mais c'est la réalité. Ce gars-là, il n'a pas de problème de légitimité, alors qu'il fait des mouvements désastreux. Il donne des conseils désastreux, il est même pas coach, il est rien du tout, et il se pose pas la question, il fait. Et en vrai, c'est lui qui a raison. Enfin, je sais pas s'il a raison, parce que je sais que moi, éthiquement et dans mes valeurs, c'est pas mon mode de fonctionnement, mais je veux dire, il s'est posé beaucoup moins de questions que toi, qui est encore là, bloqué sur tes problèmes de légitimité pour, je sais pas, évoluer dans tes charges, dans tes performances, alors que t'as tout le travail de fond que t'as fait derrière. Tu penses pas qu'il y a une inadéquation, là, il y a 2 poids, 2 mesures, donc s'il te plaît, tu te réveilles maintenant, et si tu fais tous les efforts pour pouvoir t'emmener au meilleur niveau, pour pouvoir performer en compétition, tu es légitime. Tu es légitime, et si tu te penses pas légitime, repense à ce gars qui parle, qui fait de la merde, et qui, lui, se sent légitime, en vrai. Et c'est aussi un peu ce dont j'ai pris conscience, moi, quand j'ai eu une grosse période de problème de légitimité. Pour vous rappeler, effectivement, je me suis retrouvée à mes premiers championnats du monde. Ça faisait même pas 1 an que je faisais du streetlifting. Donc là, j'étais vraiment dans cette ambivalence dont je vous parlais je me suis retrouvée sélectionnée, parce que je n'ai pas volé ma place, au championnat du monde, mais mon esprit était encore en mode je suis débutante dans le streetlifting. Donc en fait, il y avait une inadéquation entre ce que j'étais en train de vivre et ce que je pensais dans ma tête. Et je me suis quand même, forcée à y aller. Honnêtement, je pense que si j'avais pas eu ma coach à ce moment-là, peut-être je me serais dégonflée. Et c'est pour ça que j'ai pas envie que tu fasses cette erreur-là. Et c'est aussi pour ça que je te parle de tout ça. Mais j'y suis quand même allée et ça a été la meilleure expérience de ma vie. Je pense que ça a changé ma vie foncièrement. Déjà d'un point de vue expérience, d'un point de vue émotionnel, de tout ce que j'ai vécu là-bas, mais aussi d'un point de vue d'appréhender la vie. De me dire, en fait, si j'ai eu cette opportunité-là, c'est que c'était destiné à moi. Et maintenant, je vois plus les choses comme ça. Vous voyez ? Et c'est ce dont je peux vous conseiller également, c'est que si tu as l'opportunité de faire quelque chose, peu importe si tu as l'impression de ne pas mériter, etc., prends, et tu verras que ça te servira de moteur. Mais du coup, le fait est que je me suis retrouvée à cette compétition, pas forcément en me sentant légitime, j'ai vécu un moment incroyable, etc. Et surtout, j'ai profité tellement fort parce que vu que je me sentais pas légitime, je me suis dit, c'est peut-être la seule fois de ma vie où je vais avoir l'opportunité de vivre ça. Donc j'ai envie de profiter de tous les instants pour repartir avec le maximum de choses. Et je me dirais, je l'ai vécu au moins une fois dans ma vie. C'est cet état d'esprit que j'avais. Et en sortant, je me suis dit, en vrai, c'était incroyable. J'ai envie d'y retourner et je vais me prouver que je suis capable de. Et 2 ans après, le fait est que je me suis retrouvée au championnat du monde. Et honnêtement, ça n'a pas été le même parcours. Ça a été plus difficile de se sélectionner. Mais je sais qu'entre ces 2 années, pendant 2 ans, je me suis entraînée en me disant, je m'entraîne comme une meuf qui a le niveau pour aller au championnat du monde. J'étais dans ce mindset-là, c'est-à-dire que au lieu d'être comme j'avais été avant, avec un mindset en retard, où je m'entraînais, mais j'avais encore cette vision de moi, où j'étais la petite meuf qui débute le streetlifting, qui se teste, là j'ai fait l'inverse. Je me suis propulsée dans le futur à me dire, je veux retourner au championnat du monde, donc je dois être cette athlète qui mérite d'être au championnat du monde, et donc je m'entraîne comme ça. Et quand vous basculez votre mindset dans l'autre sens, dans la projection de ce que vous voulez, là c'est ultra différent. Ça va déjà vous emmener à faire les efforts les plus importants dans votre quotidien et à préparer votre mindset à la possibilité. Et c'est vrai que là, pouvoir y retourner une 2e fois, ça a fait que renforcer ma confiance en moi et un petit peu piétiner encore plus ce syndrome de l'imposteur, parce que je me suis dit, bah là, c'est moi qui l'ai choisi en fait. C'est moi qui me suis dit, j'ai envie d'y retourner, je fais tout pour y retourner et j'ai construit cette progression, ce processus pour pouvoir y retourner. Ça va être donc ça, mon conseil principal pour toi, pour sortir de ce syndrome de l'imposteur, c'est de préparer ton cerveau à la réalité pour laquelle tu l'attends.
C'est-à-dire de prendre chaque évolution que tu as, de la conscientiser, de l'apprécier et du coup d'avoir ce même parallèle entre ce que fait ton corps et ce que fait ton esprit. Et si tu arrives même à faire cette projection dans le futur, c'est encore mieux. Je sais que c'est moins évident au début, c'est pour ça que je trouve que déjà avancer en même temps que ce que tu avances réellement, c'est déjà très bien. Mais si tu arrives à projeter la personne que tu veux être d'un point de vue performance, d'un point de vue objectif, et que tu arrives à le transposer dans ta façon de faire aujourd'hui, c'est encore mieux parce que ça va t'emmener beaucoup plus loin. Donc s'il te plaît, regarde le chemin que tu as parcouru depuis le début, regarde ton chemin à toi, vis ce chemin en profondeur, dans l'instant présent, savoure, et tu verras que ce syndrome de l'imposteur, petit à petit, tu pourras le mettre sous le tapis. Un deuxième frein à ta performance, ça va être également la confiance en toi et l'appréhension des charges. Je m'explique. Peut-être que tu as peur de soulever des charges plus lourdes. Peut-être que tu as peur de cette charge, tu ne t'en sens pas capable, tu penses que c'est trop lourd pour toi, etc. Ça, il va falloir changer ça complètement. Et que tu comprennes quelque chose. Là, c'est encore une fois, mais sous un autre prisme, l'inadéquation entre ce que tu fais et ton mindset. Il faut que tu comprennes que c'est lunaire pour ton esprit de soulever ces charges-là. Si tu les conscientises, c'est lunaire. Je sais pas si vous vous souvenez ou si vous êtes déjà fait cette réflexion-là de quand on était petit à l'école, on avait notre petit sac à dos comme ça, on mettait tous nos livres dedans, on était au collège. Et on trouvait ça méga lourd, nos livres, et on était en mode « Waouh, j'ai 10 kilos sur le dos, c'est trop lourd ». Genre, on était à une époque où, ok, on était moins costaud, on était plus petit, etc., je suis d'accord, mais on était à une époque où 10 kilos dans notre esprit, c'était lourd. Et c'est ça que je vais vous faire prendre conscience. C'est qu'à ce moment-là, la représentation de 10 kilos, c'était quelque chose de lourd. Et aujourd'hui, 10 kilos, c'est, dans notre sport, c'est quoi ? C'est rien. Là, aujourd'hui, tu viens mettre des 100 kilos sur ton dos pour squat. Certains mettent même ces 100 kilos sur les dips pour dips, et d'autres, encore plus à un niveau, le mettre sur les tractions pour tirer. Tu mets des fucking 100 kilos sur tes mouvements. Alors qu'il y a X années, 10 kilos pour toi, c'était lourd. Et en fait, du coup, si tu réfléchis comme ça, forcément, t'as peur de cette charge. Forcément, t'appréhendes parce qu'en fait, tu te dis, mais what the fuck, 100 kilos 100 kilos, c'est un poids, si on enlève le streetlifting. Parce que maintenant, je pense que, on commence à comprendre que 100 kilos en streetlifting, en fonction des mouvements, voilà, ça n'a plus la même importance. Et c'est ça vers quoi tu vas essayer de tendre, d'ailleurs. Mais 100 kilos, si tu prends le monde d'aujourd'hui, tu parles de 100 kilos pour n'importe quoi, pour le poids de quelqu'un, pour, je sais pas, un truc à porter, etc. 100 kilos, c'est lourd. C'est super lourd pour les gens. La représentation de 100 kilos, c'est lourd. Et en fait, si tu gardes cet état d'esprit où 100 kilos, c'est lourd, bah forcément, quand tu vas devoir le mettre ou sur ton dos ou entre tes jambes, bah tu vas flipper, en fait. Parce que tu te dis, purée, c'est 100 kilos. Mais en fait, il faut que tu arrives à t'affranchir de cette notion de charge. Il faut que 100 kilos, ça devienne un chiffre qui peut être représentatif de ton évolution. Faut que ce soit cohérent, évidemment, avec ta programmation, ta progression. Mais il faut pas que tu le vois comme réellement 100 kilos. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il faut que ce soit un chiffre qui soit abstrait. Que en fait, 100 kilos sur ton dos, ce soit pas... J'allais dire, il faut que 100 kilos sur ton dos, ce soit pas 100 kilos sur ton dos. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'il faut que ce soit un chiffre sans que t'aies la signification derrière. Parce qu'en fait, c'est ça qui te fait peur. C'est de te dire, purée, je me mets 100 kilos sur le dos. Ouais, mais en fait, si dans ta programmation, il y a marqué, je mets 100 kilos sur mon dos, c'est que c'est logique, c'est que t'en es capable. C'est que tu as déjà construit tout ce qu'il fallait pour pouvoir poser ces 100 kilos sur ton dos. Donc en fait, t'as pas à appréhender la charge. Donc là, le gros de ton travail pour arrêter de flipper, de faire ta flippette sur les charges, c'est d'arrêter de voir la charge comme une charge. J'y ai pensé en plus après mes championnats du monde, parce que moi, j'ai jamais eu trop cette appréhension des charges. Bien sûr que des fois, je flippe un peu quand tu sais que tu dois faire une nouvelle perf, etc. Mais on va dire, je conscientise jamais la charge. Et j'y ai repensé après les championnats du monde, et ma coach me l'a dit d'ailleurs. Elle m'a dit, mais Julie, tu te rends compte que t'as été posé 170 kilos sur ton dos, sans pression. Et j'étais en mode, ouais. Moi en plus, je vous ai déjà expliqué, j'étais persuadée que j'allais la lever. Donc j'étais en mode, bah ouais, c'est quoi le problème en fait? Et elle me dit, mais c'est vrai que quand tu replaces ça d'un point de vue physiologique, est-ce que même... En fait, je me suis même pas posé la question de est-ce que physiologiquement c'était possible pour mon corps de 56 kilos de se foutre 170 sur le dos. Je me suis même pas posé la question de si c'était possible ou pas physiologiquement parce que j'ai travaillé pour cet objectif. J'ai validé des paliers pour cet objectif. Et du coup, pour moi, c'était logique d'être capable de soulever cette charge, peu importe le nombre. Mais c'est vrai que quand tu te poses à côté, si, je sais pas, on mettait des
des disques ou des briques, je sais pas, d'1 kilo, si on mettait des briques d'1 kilo, vous voyez, et qu'on me posait genre mon poids de corps 56 kilos face à 170 kilos, peut-être là je flipperais en vrai. Peut-être je me dirais, purée, c'est vrai que c'est beaucoup. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas cette notion de conscientiser ce qu'est le poids, donc j'ai pas eu d'appréhension sur ce moment-là. Et bon, le fait est que sur ce moment-là, ça n'a pas suffi, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais je me sentais capable de le faire. Et bien sûr que j'avais ce petit pic d'adrénaline, mais t'en as besoin de toute façon. Mais c'était pas lié à la charge en me disant j'ai peur de cette charge. Donc le plus gros de ton travail, s'il te plaît, ça va être d'arrêter de conscientiser cette charge, de le voir comme un vrai poids, de le voir juste comme un nombre abstrait. Je vais quand même te donner 3 choses que tu vas pouvoir appliquer pour justement arriver à t'affranchir de ça. Bon, déjà, tu me fais le plaisir, je le compte même pas dedans, mais d'arrêter de conscientiser ta charge. Je pense que je te l'ai rabâché là dans les 5 dernières minutes. Donc, ça, c'est ok. Deuxième chose, ça va être de travailler avec la même intention sur tes barres plus légères. C'est-à-dire, si tu as pour que ce soit parlant, un 1RM à 100 kg, je veux que quand tu fais 50 kg, tu mettes la même intention que si tu avais 100 kg. Et en fait, ça va t'aider pourquoi ? Ça va t'aider pour automatiser tes routines de performance, automatiser ton cerveau à agir de la même façon, peu importe la charge. Et c'est là aussi où tu vas arriver à te décrocher de ça, de cette notion de charge, parce que tu n'auras plus de notion dans ta façon de faire, en tout cas, entre lourd et pas lourd. Alors que si tu vois, tu es là, sur tes 50 kilos, tu es en mode, je fais pas trop gaffe, je suis tranquille, parce que je sais que c'est léger, et sur 100 kilos, je suis en mode, purée, faut que je fasse gaffe, c'est 100 kilos, tu vas plus faire la même chose, et du coup, tu as un décalage en fonction de si tu as une charge légère et une charge lourde, et du coup, forcément, ton cerveau, il va agir de façon différente. Alors si tu agis toujours de la même façon, que même si tu as 50 kilos, tac, tu te prépares pareil, comme si tu as levé la barre de ta vie, tu verras que quand tu seras sur du plus lourd, tu seras plus rassuré parce que tu vas agir de la même façon. Et moi, c'est ce que je fais. Quand j'ai sur mes barres de chauffe, quand je suis sur mes barres d'entraînement, j'agis comme si j'avais même 200 kilos sur le dos. Deuxième point qui va pouvoir t'aider, et là, vraiment, je t'invite à écouter ce que je vais dire parce que là, je commence vraiment à vous donner des tips de performance. J'espère que vous vous rendez compte que là, les tips que je vous donne, c'est des choses très solides qui vont pouvoir vraiment vous aider à performer. C'est des choses que les athlètes au plus haut niveau utilisent. Donc, c'est pas du bullshit et j'espère que vous en prenez vraiment conscience que c'est une valeur vraiment ajoutée, ce que je vous apporte et qu'il y en a beaucoup qui font payer pour ce que je vous dis gratuitement ici. Bref. Deuxième chose, tu vas me faire le plaisir de visualiser tes barres. La visualisation, ça aide aussi à ton cerveau à se créer sa nouvelle réalité pour qu'il n'y ait plus encore cette dissonance dont je vous ai déjà parlé. Tu vas visualiser ta barre avec la charge que tu veux passer. Tu fermes les yeux ou tu fermes pas les yeux et tu visualises chaque moment, chaque placement, chaque intention que tu mets, comme je t'ai dit dans la partie juste avant, chaque intention que tu vas mettre, comme je te l'ai dit juste avant, pour pouvoir passer cette barre et tu visualises, s'il te plaît, les poids, tu visualises à quel point, tac, tu vas la ressentir sur le dos, comment tu vas l'effectuer, comment tu vas la remonter. Parce que en visualisant, ton cerveau, il se prépare déjà à le faire. Et plus tu vas le faire, plus ton cerveau, il va imprimer comme si tu avais déjà fait le mouvement. Et je vous promets que c'est ultra puissant. Moi, je l'ai expérimenté plusieurs fois. C'est que le jour où tu vas vraiment tenter cette charge, tu auras l'impression de l'avoir déjà fait. Et je vous jure que c'est pas du bullshit ce que je suis en train de vous dire, mais c'est que tu l'auras tellement visualisé, tellement ancré dans ton esprit, que tu vas te retrouver face à cette barre et tu seras en mode j'ai l'impression de l'avoir déjà fait, donc j'ai moins cette peur paralysante parce que dans ma tête, je l'ai déjà fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je sais que la première fois que ça me l'avait fait, c'était sur les dips, je crois, au championnat d'Europe, où c'était pour mes 65 kilos. Juste, ça m'a marqué parce que c'était la première fois et je me suis dit, mais what the fuck ? C'est que je suis arrivée sur le plateau avec mes 65 kilos. Déjà, j'avais visualisé très bien les plaques, vous voyez, rouge, jaune, je m'en souviens encore. Je les avais tellement visualisées, j'avais tellement visualisé mon positionnement que déjà tout était automatique, que même si je stressais, même si je l'avais jamais fait pour de vrai, tout était automatique. Et je me souviens m'être dit, j'ai déjà vécu ce moment. Peut-être que ça, vous l'avez déjà d'ailleurs ressenti pour autre chose, d'avoir déjà vécu ce moment. Mais en tout cas, là, sur la charge, j'étais en mode, j'ai déjà vécu ce moment, donc je sais que je sais le faire. Et ça va pas louper, je l'ai fait. Donc c'est assez puissant, je vous invite vraiment à le faire et à voir. Du coup, si quand vous allez faire la charge, vous ressentez ce truc-là. Et d'ailleurs, si vous arrivez à le sentir, faites-moi en part, je serais hyper intéressée par votre retour sur ce truc-là, parce que je trouve ça ultra puissant. Et une fois que tu as compris ça, tu te dis, mais attends, c'est trop fort, je vais visualiser toutes mes barres. Le troisième point que tu vas pouvoir effectuer, ça va être de comprendre comment ton stress marche et comment le canaliser.
Le stress, ce que je vous disais, l'adrénaline, c'est normal d'en avoir et c'est impossible en vrai de pas en avoir et ce serait même contre-productif de plus en avoir. Donc c'est normal que tu aies ce pic d'adrénaline qui arrive au moment où tu vas passer une charge lourde, mais il va falloir arriver à le canaliser et à l'utiliser à bon escient. Donc c'est-à-dire le canaliser pour pas qu'il prenne trop de place et qu'il te fasse partir dans une technique complètement approximative, dans quelque chose où tu te laisses submerger par le stress, mais il va falloir pas non plus le réfréner parce que tu en as besoin pour aller chercher la meilleure performance dont tu es capable. Donc il va falloir faire ce juste milieu. Et ça, honnêtement, c'est assez propre à chacun. Il faut juste que tu comprennes comment toi tu fonctionnes, ce qui t'aide pas. Ça peut être des choses différentes que tu vas faire, que tu vas exprimer avant ton livre, des respirations que tu vas faire pour te canaliser. Il faut que tu testes et que tu vois ce qui marche pour toi. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'avais l'impression à un moment donné que je le canalisais trop. Je suis quelqu'un, je pense que si vous m'avez déjà regardé en compétition, vous savez, mais je suis quelqu'un d'hyper concentré. Et je me disais, je suis peut-être des fois trop concentrée. Peut-être que je laisse pas assez cette énergie me submerger pour pouvoir, aller chercher un peu plus. Je m'étais dit ça, là, sur ma dernière prépa. Et donc, je m'étais dit, ok, tu vas essayer de t'énerver. Je l'avais fait à l'entraînement, où je criais avant, je me secouais, j'essayais de faire un truc qui me mette dedans. Et au final, moi, ça me perdait complètement. C'est que quand je faisais ça, ok, j'avais un petit débordement d'énergie, mais j'arrivais pas à le canaliser et souvent je faisais une erreur technique bête. Je vous posterai d'ailleurs, il y a un dips que j'ai encore là, que j'ai loupé pendant la prépa et c'était un peu lié à ça. Donc je vous explique ça pour vous montrer que c'est vraiment propre à chacun et qu'il faut que tu arrives à le canaliser. Moi je sais que voilà, dans ma façon de performer, il faut que je reste maître de ce que je suis en train de faire et c'est comme ça que je performe le mieux. Il y en a d'autres, je pense qu'on l'a vu, beaucoup chez les hommes d'ailleurs, c'est peut-être cliché ce que je dis, mais j'ai l'impression, qui ont besoin de crier, d'extérioriser et c'est leur façon de rester le plus concentré et de performer au mieux. Mais ça, il faut que tu testes des choses et que tu vois là où tu te sens le mieux. Et une fois que tu as compris, tu répètes ça à chaque fois. Et te laisse pas embrigader par ce que font les autres. Parce que tu vois, là, moi, j'ai essayé de tester un petit peu ce que faisaient les autres. Et au final, ça me correspond absolument pas. Donc si on doit résumer cette partie, arrête de donner à la charge un pouvoir qu'elle n'a pas. C'est toi qui as le pouvoir, c'est toi qui es maître de ton destin, maître de ce que tu peux faire. Et c'est à toi de réussir et d'avoir les clés en main et pas à la charge de dicter si tu vas réussir ou non. Le prochain frein que je voulais aborder, c'est un peu l'inverse des deux premiers. Ça va être le fait de se mentir à soi-même, de pas être honnête avec soi-même. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve quand même beaucoup. C'est des gens qui surestiment ce qu'ils font par rapport à ce qu'ils font réellement. Et là, encore une fois, il y a une inadéquation entre ce que tu fais réellement et ce que tu penses faire, mais un petit peu à l'inverse de ce qu'on a expliqué précédemment. C'est des gens qui pensent, qui font beaucoup, qui donnent beaucoup, qui s'entraînent fort et dur, et qui en réalité, sur le papier, se surestiment. Se surestiment dans leur manière d'appréhender l'entraînement. Alors il peut y avoir deux raisons à ça. Soit ils se mentent complètement à eux-mêmes et ils pensent s'investir beaucoup, alors qu'en vrai, pas tant que ça. Ou soit c'est aussi un mécanisme de protection. De se dire, je vais pas chercher plus, parce que je me fais pas confiance là-dessus, mais je me le dis pas trop pour me rassurer. Vous voyez ? Donc ça, il va falloir l'identifier aussi et en prendre conscience. Parce que cette forme de déconnexion entre la réalité et ce que tu penses faire, ça peut vraiment te mettre des bâtons dans les roues pour tes performances. Que ce soit sur les deux versants, c'est-à-dire que tu penses faire un RPE 9 et en fait t'es RPE 2, ça on le voit beaucoup sur les renfos. Un RPE 9, les gars, c'est une rep maximum de réserve et la rep, tu vas la chercher. Si tu me finis ta série avec la première rep qui ressemble à la dernière, déjà, t'es sûr, t'es pas RPE 9. Et quand je dis un RPE 9 qui en vrai est un RPE 2, je vous jure qu'il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense. Parce que très souvent, sur le renfo, quand tu vas chercher le vrai échec, pas l'échec où c'est ton cerveau qui lâche, parce que t'as la flemme, mais l'échec où c'est ton muscle qui ne peut juste plus, je peux te dire que tu te rends compte que t'en as encore sous le panier. Bref. Donc que ce soit dans ce sens-là que tu penses tout donner, alors en vérité, t'as encore beaucoup à donner, ou à l'inverse, qu'on te demande de faire une charge RPE 6 en début de cycle, et que toi tu me tapes des RPE 9, et après forcément, deuxième semaine de cycle, tu fails et tu comprends pas pourquoi. Là, il va falloir corriger ça parce que ça va te mettre un frein. Et dans la programmation qui est construite pour toi, tu vas pas avoir les bonnes sollicitations qui sont prévues à ton cycle d'entraînement, mais également ça va freiner un petit peu la connaissance que tu as de toi. Parce que si tu estimes un RPE 9 quand tu fais ton squat comme si c'était un RPE 6, le jour de la compète, tu peux avoir un petit peu des déceptions. Parce que si tu te dis, vas-y, je vais opener à ça, parce que je sais que c'est facile, et tu la grindes 10 minutes, ton opener,
je peux te dire que pour les 2 essais suivants, ça va être compliqué. Donc c'est hyper important d'être honnête avec soi et d'être lucide sur ce qu'on fait. De savoir aussi se dire, là, c'est vrai que j'ai pas tout donné. Je suis honnête, ça fait mal de le reconnaître, mais c'est vrai que j'ai pas tout donné. Ou à l'inverse, là, vas-y, j'ai agi comme un con, j'ai envie de te dire. J'ai agi avec mon ego. J'ai essayé de mettre plus lourd que ce que je pensais pouvoir faire en l'état le jour J. Et j'ai été bête, mais je sais pour la prochaine fois. Être lucide, c'est ça qui va vous permettre de performer au meilleur niveau. Donc s'il te plaît, arrête de t'entraîner avec ton ego, parce que être le champion de la salle, c'est génial. Sur 2 minutes, t'as performé, t'es content, tout le monde t'a applaudi, t'as fait l'ambiance à la salle. Mais est-ce que tu veux être champion de Basic Fit ou être champion sur un plateau, sur une compétition ? À toi de choisir. Mais en tout cas, si tu t'entraînes sans ego, peut-être que ce sera moins impressionnant à la salle, peut-être que des fois, ce sera moins impressionnant, mais en vrai, déjà, qui regarde ce que tu fais à la salle ? Personne. Et ça te permettra d'être fort au moment où tu dois être fort. Et ça, il faut vraiment que tu comprennes, c'est que tes athlètes qui performent au plus haut niveau, ils n'ont pas d'ego. Pour vous donner un exemple aussi, moi, pendant ma prépa pour les mondiaux, donc je suis à 1 semaine des championnats du monde, les gens qui te voient à la salle, ils savent que tu fais les mondiaux, mais ils connaissent pas tout ce qui est entraînement, etc. Ils m'ont vu être à 1 semaine des championnats du monde, donc eux, dans leur tête, je suis une meuf trop forte, je suis au championnat du monde, en vrai. Et ils m'ont vu me déplacer pour faire une traction à 10 kilos, 2 tractions poids de corps, et séance finie pendant mon deload. Vous voyez ce que je veux dire ? Même moi, pour mon ego, si j'y pense, je me dis, vas-y, fais chier, t'as envie d'être un peu la star à ce moment-là, de te dire, attends, je vais au championnat du monde, t'es là, tu fais des tractions poids de corps. Mais en vrai, c'est ça. C'est ça. Et je sais très bien que c'est la meilleure chose à faire parce que sur le plateau, je suis en forme, je peux performer et c'est là que je dois prouver finalement. J'ai pas besoin de prouver aux gens de ma salle ou aux gens qui m'entourent. J'ai besoin déjà de me prouver à moi-même et au moment où c'est pertinent. Donc tu l'auras compris avec cet épisode, le problème c'est peut-être pas ta programmation, c'est peut-être pas la façon dont tu t'entraînes, l'intensité que tu y mets, mais c'est peut-être juste ce qui se passe là-dedans qui te bloque et qui t'empêche d'aller chercher les paliers que tu mérites. Donc avec cet épisode, tu as quand même beaucoup de choses à mettre en place, beaucoup de choses qui vont pouvoir t'aider. Si on peut résumer un petit peu tout ça, il va falloir que tu crois en ce que ton corps est capable de faire, que tu suives ta programmation mentalement, ton évolution mentalement plutôt, ton processus, toute cette notion de je vis dans l'instant présent, je prends conscience de chaque palier que je passe par rapport à la moi d'avant, d'il y a 6 mois, d'il y a 1 an, et je programme mon cerveau à aller chercher plus. Il va falloir que tu acceptes aussi de ne pas être parfait, mais d'être lucide sur ça, de te dire ok, là j'ai pas fait les choses de la meilleure des façons, j'en prends conscience et j'essaie de l'améliorer pour la fois d'après. Et ce point-là, ça va avec le fait d'être honnête envers soi-même, de se rendre compte des choses, de ne pas se surestimer et de ne pas non plus se sous-estimer, d'essayer d'être juste dans ce que tu fais et que ce soit en adéquation avec ce que tu veux atteindre. Et surtout, le plus important de cet épisode, tu l'auras compris, ça va être de construire ta confiance, cette légitimité dont tu as besoin par ton propre parcours et pas par comparaison envers l'extérieur. C'est toi qui construis ton parcours, c'est toi qui construis ton mindset et ce que font les autres ne doit pas avoir d'interférence là-dedans parce que ça va plus te freiner que te pousser. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu, qui t'a donné vraiment ce déclic pour que tu comprennes que en fait le plus grand frein à ta performance, c'est ton mindset, mais que bonne nouvelle, tu vas pouvoir le transformer en ton plus grand allié. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve sur mon Instagram Workout by Julie en attendant et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.